Bon bonsoir à tous, bienvenue à la Maison du Management. Pour cette édition ce soir, une rencontre particulière qu'on attendait depuis longtemps puisqu'on avait programmé depuis quelques temps sur le design thinking. Voilà, c'est une thématique qui plaît beaucoup. C'est pas la première fois que tu viens nous voir, donc on est ravis que tu puisses être là encore ce soir avec un invité particulier et d'honneur, Jean-Michel Millet, qui va nous témoigner voilà, de l'impact de la discipline voilà, dans votre champ d'intervention. Donc ça va être intéressant pour nous et justement on avait besoin de témoignages sur cette discipline-là. Peut-être quelques mots sur la Maison du Management. Je ne sais pas si dans la salle vous connaissez... Qui connaît la Maison du Management déjà? Voilà. Ouais, d'accord, donc on a une petite moitié qui connaît. Donc rapidement pour vous expliquer le lieu dans lequel vous êtes, la Maison du Management a été créée il y a 5 ans par Philippe Détry qui a eu envie, avant de partir à la retraite, de créer un lieu dans Paris qui soit convivial, qui soit chaleureux, qui puisse réunir des DRH, des managers, des dirigeants et qui puisse venir s'inspirer tout au long de l'année autour d'un programme fait de rencontres. Voilà, c'est notre envie d'être d'un lieu de ressources, un lieu d'oxygénation, un lieu de professionnalisation tout au long de l'année. Et on fonctionne un petit peu comme vous adhérez à une salle de sport, par exemple. Voilà, vous prenez un abonnement à l'année et après, vous venez piocher parmi un panel ici de rencontres. Donc, notre promesse, c'est d'avoir un chat déjà et d'avoir une centaine de rencontres par an sur tous les sujets que peuvent aborder le management. Donc, autant vous dire qu'on a un terrain de jeu qui est immense et avec plein de transversalité puisque le management, ça touche à beaucoup de choses. Donc du coup, nous, c'est d'aller pouvoir vous promettre à nos adhérents, qui sont à peu près de 150-300 aujourd'hui à la Maison du Management, de pouvoir aller piocher parmi plein de thématiques et d'aller créer le management qui lui ressemble. Parce qu'on n'a pas la définition du bon management, on ne le connaît pas. Par contre, on est convaincu que c'est en allant s'ouvrir à l'autre, en allant côtoyer ses pairs, en échangeant avec des experts, en allant s'acculturer auprès de différentes thématiques, qu'on est capable de créer le management qui nous ressemble. Et c'est un peu ça qu'on cherche auprès des managers qu'on accompagne. Voilà, et le Graal un petit peu d'une année d'aboutissement de travail pour nous, c'est le Salon du Management. Alors je vous prie de prendre vos agendas et de noter le 1er et 2 avril, voilà, puisqu'on va faire le Salon du Management au Palais des Congrès de Montreuil, où là c'est pendant 2 jours une grande messe autour du management, avec des conférences, avec des stands, et où on aborde vraiment toutes les approches managériales possibles, tant l'innovation managériale que ce qui existe et ce qui nous inspire et ce qui peut vous inspirer, en disant bah voilà, demain, qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on agit pour le management de demain. Voilà, donc ce soir, comme je vous disais, j'ai l'honneur d'accueillir Aurélie Marchal. Voilà, tu te présenteras, oui, hein, tu prendras le temps de te présenter. Et Jean-Michel Millet, donc, qui va lui aussi se présenter voilà, et qui va nous témoigner de l'importance et de l'impact que peut avoir le design thinking dans son quotidien de travail. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour nous vous, ça y est là. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à toi, Hélène, donc, pour ton accueil à la Maison du Management. Donc, merci à la Maison du Management. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux et je dois dire que c'est une belle surprise et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire appel à un vidéaste et de filmer l'intervention de Jean-Michel Millet parce qu'en fait à la Maison du Management ils ont dû afficher complet tellement il y avait de demandes pour assister à cet événement. Donc vraiment merci à vous de venir aussi nombreux. Merci Jean-Michel. Donc en fait Jean-Michel, alors je vais déjà commencer par me présenter et ensuite vous expliquer comment on est venu à se rencontrer, Jean-Michel et moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Aurélie Marchal et donc j'accompagne les entreprises dans leur projet de transformation en m'appuyant sur la démarche de design thinking que j'ai découvert en fait en 2010. Avant ça, j'étais auditeur interne dans la banque et j'étais assez lasse en fait de voir les dysfonctionnements, les injonctions paradoxales, enfin voilà, tout ce qui dysfonctionne dans le monde de l'entreprise avec ce mode de fonctionnement très descendant, fait de contrôle, reporting et que je trouve
de mon point de vue, infantilisant, et je voyais les limites d'un certain nombre de choses que je pratiquais au quotidien. Et lorsque j'ai découvert d'abord le design et ensuite le design thinking, enfin j'ai d'abord découvert le design et j'ai ensuite utilisé le terme de design thinking de manière très marketing pour pouvoir parler du design, parce que les gens croyaient que le design c'était que du dessin de bel objet, et c'est beaucoup plus que ça. Voilà, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser cette approche pour réinventer le fonctionnement de l'entreprise à partir de l'humain pour l'humain? Et ça correspondait au moment où je débutais un executive MBA, et donc j'ai fait mon mémoire sur cette thématique. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ça peut être long, mais en résumé, ensuite voilà, j'ai développé cette approche, et aujourd'hui donc j'accompagne des entreprises dans leurs projets de transformation avec cette démarche. Et donc j'essaye d'être assez présente sur LinkedIn. Et il y a environ 2 ans, Jean-Michel Millet m'a contacté pour me dire qu'il s'intéressait, enfin il me suivait, il s'intéressait à ce que je disais, et qu'il avait envie de me rencontrer parce que le design thinking appliqué au fonctionnement de l'entreprise l'intéressait, parce que lui-même, à l'armée, il utilisait le design thinking. Alors là, je me suis dit waouh, parce que j'étais la première convaincue en fait que le design thinking c'est vraiment une démarche qui peut s'appliquer à tout type de secteur, qu'il n'y a pas de limite. En fait, c'est une démarche de résolution de problèmes, de recherche de solutions. Mais de là à imaginer que l'armée s'intéresse au design thinking, j'en étais très loin. Donc j'ai été très curieuse de le rencontrer, avec quand même beaucoup de scepticisme, en me disant, ouais, ok, de toute façon, le design thinking, c'est un terme, c'était il y a 2 ans, donc c'était quand même déjà devenu complètement à la mode. Donc tout le monde en parlait en disant un peu tout et n'importe quoi. Et donc je me disais, bon, ok, va voir, mais ça se trouve, il ne parle pas de la même chose que toi. Ça se trouve, il s'est fait son petit truc, sa petite méthode, il appelle ça design thinking parce que c'est à la mode, et voilà. Mais j'étais quand même très curieuse d'aller le voir. Et donc il m'a expliqué en gros ce qu'il va vous expliquer ce soir, donc je ne vais pas le dévoiler. Mais j'ai vite compris qu'il parlait de la même chose que moi. Et ensuite, pour argumenter encore davantage, il m'a envoyé des articles, des vidéos où il y a des officiers qui disent « Oui, le design, c'est pas que le dessin de voiture et la démarche de design extrêmement importante aussi pour nous à l'armée. » Donc là, j'ai été complètement convaincue. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument faire savoir que même l'armée s'intéresse au design thinking comme une approche pertinente pour résoudre des problèmes complexes. Peut-être que les gens vont comprendre davantage que ce n'est pas que de l'objet ou que ce n'est pas juste un concept à la mode. Et peut-être que ça va aider à faire en sorte que le design thinking gagne en légitimité, parce que je suis convaincue et vous allez voir pourquoi. Donc, alors, avant de donner la main à Jean-Michel, donc qui est quand même responsable de la division transformation à l'OTAN. Et lorsque je vous ai connu, vous étiez responsable des relations internationales, zone Asie, Pacifique, Afrique du Sud. Amérique latine, voilà, donc au ministère de la Défense. Donc vous comprenez que quand il m'a contacté, je me suis dit, waouh, quand même, c'est une belle rencontre. Donc merci beaucoup Jean-Michel, et merci encore plus d'avoir accepté mon invitation d'être là ce soir avec nous. Donc voilà, donc je ne vais pas être très longue, mais je voudrais juste déjà vous poser la question, parmi vous, qui connaît le design thinking? Ok, qui ne connaît pas? Ok, donc il y a... Ok. Et alors, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est que pour vous que le design thinking? En quelques mots, sans chercher à en donner une définition, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de manière très spontanée? Moi, je dirais que c'est une démarche structurée qui permet, à travers de différentes étapes, de trouver des solutions à un problème, de créer des nouveaux services, des nouveaux produits. Ok, super. De façon créative, mais avec un processus quand même structuré derrière. D'accord. Moi, je dirais que c'est une démarche centrée sur l'usager. Oui. Quel usage, pour quelle utilité, et de manière, je dirais, durable aussi. Ok. Parfait. Bon, moi, je suis d'accord avec ça. Design thinking, c'est une formalisation de la façon dont les designers pensent depuis toujours. Je ne peux que être d'accord avec vous. Vous êtes designer?
J'ai commencé ma carrière à Londres dans le design, et puis c'est une façon de faire qui me plaît. Merci. Quoi d'autre? Le design thinking, pour moi, c'est déjà faire un pas en arrière quand on est face à un problème avant de démarrer. Ouais, super. Mais en fait, ouais. On rebondit sur le pas en arrière, sur la notion d'humilité. Le design thinking, c'est un état d'esprit. Et donc d'apprentissage, d'humilité, de... Ok, en fait, j'ai rien à dire. Je vais rien avoir à dire. Hein. Je vais rien avoir à dire. Quoi d'autre? Allez-y. Hein, il y a... Collaboratif. Ouais, ok. On rajoute intelligence collective. Intelligence collective, collaborative. Quoi d'autre? Bon, allez, on passe. J'arrête avec mes questions. Comment? L'expérience utilisateur. Ouais. Tout à fait. Je suis contente parce que je suis très contente parce que j'ai pas entendu le terme de méthode. D'accord? Parce que tout le monde en parle aujourd'hui comme étant une méthode. Et en fait, j'avais prévu de vous poser les questions avec un petit système, mais ça n'a pas marché très correctement, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Donc de manière anonyme, et je m'attendais à avoir un nuage de points avec méthode en gros. Voilà. Donc je suis heureuse parce que c'est pas sorti. Mais bon, si vous l'aviez dit en même temps, c'était pas bien grave, hein, parce que tout le monde en parle comme étant une méthode, et justement c'est pour ça qu'on est là, et pour casser un petit peu ce mythe. Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment on fait jusqu'à présent pour résoudre nos problèmes? Eh bien, on se base beaucoup sur des cartes. D'accord? On est quand même, voilà, ça vient du discours de la méthode de Descartes, et dans le monde de l'entreprise plus particulièrement, tous les outils, tout ce qu'on a à disposition pour résoudre nos problèmes, eh ben, c'est les approches inductives, déductives, des modèles, des prêts-à-penser, des recettes. Donc il y a Pestel, il y a SWOT, etc. Plein de cartographies ou de canevas ou de modèles qui viennent en fait de cet état d'esprit cartésien. D'accord? Et en fait, ça, cette manière de penser et d'appréhender les modèles, elle est complètement issue de notre système éducatif et notre système culturel qui nous a formatés comme ça. On a appris à l'école à mettre en œuvre le système cartésien. Et en fait, il faut savoir que ce système-là, il est très bien pour plein de choses, mais il peut être insuffisant face à des problèmes complexes à résoudre. Et donc, il existe un autre système de pensée. Et donc, je dis bien... et c'est là où on tombe sur le design thinking. Et design thinking, si on le traduit mot à mot, ça veut bien dire penser design. Donc, je ne comprends juste pas... Enfin, si, je sais pourquoi, mais voilà, c'est juste pour remettre les choses à leur juste valeur. En fait, on ne parle pas de design methodology ou de design process, on parle de design thinking. Donc, ça veut bien dire que c'est un mode de pensée. Le problème, c'est que comme dans le monde de l'entreprise, on a tellement été formaté, on a tellement été habitué, on a tellement besoin de modèles, de prêt-à-penser, que tout ce qui rentre dans l'entreprise, on le transforme en méthode. Je discutais avec Jean-Michel, je me posais même la question, je me dis tiens, c'est marrant, ça donne peut-être même, c'est une hypothèse, hein, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet, mais ça donne peut-être une hypothèse ça donne peut-être une indication sur les domaines, les disciplines qui n'ont pas été intégrées dans le monde de l'entreprise. Par exemple, on n'a pas de méthodo psychologique, ou on n'a pas de méthodo philosophique, enfin en tout cas à ma connaissance. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça veut peut-être dire que ces domaines-là, ils n'ont pas été passés à la moulinette méthodologique prête à penser de l'entreprise. Voilà, c'est juste une question très ouverte. Donc moi, ma conviction profonde, après avoir côtoyé quand même pas mal de designers, c'est que le design thinking, c'est le mode de pensée qu'on avait tous à notre naissance, que tous les enfants, tous les bébés ont, donc qui consiste à explorer le monde de manière multisensorielle, avec curiosité, en étant dans un questionnement continu et systémique, sans se dire il faut commencer par là, ou en ayant vraiment une vision globale, avec énormément d'humilité, sans avoir structuré les choses. Hein. Le bébé, il ne structure pas trop, il vit, quoi. Il prend ce
ce qui vient, avec énormément d'essais, d'échecs, de réussites, avec aussi le fait que les enfants, ils n'utilisent certainement pas que leur cerveau, mais énormément tout leur sens et particulièrement leurs mains. Et avec énormément de confiance, donc humilité, ils savent qu'ils ne savent pas, et confiance, ils savent qu'un jour, ou ils s'en foutent, quoi. Ils sont confiants dans le fait que la vie est belle et que, voilà, ils ne se disent pas, tiens, il faut que je progresse. Ils ont de l'enthousiasme et ils ne sont pas du tout gouvernés par la peur, comme on est tous, quand même. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait plein de contrôles et qu'on fait plein de prévisions et qu'on fait la maîtrise des risques, parce qu'on a peur de tout. Et voilà. Et donc, je me pose la question, enfin, c'est plus que je me pose la question, là maintenant, c'est devenu vraiment une conviction et que j'ai envie de partager. C'est que le design thinking, c'est le mode de pensée qu'on avait tous à la naissance et que peut-être que, quelque part, les designers, ils auraient été préservés. Alors, je ne sais pas comment, hein, faudrait faire je ne sais pas, étudier leur vécu individuel, mais de ce formatage cartésien qu'on a tous eu dans notre éducation. Donc ça, c'est une question que je me pose. Voilà. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement comment l'armée s'est saisie de cet état d'esprit. Pourquoi déjà? Pourquoi ils sont allés chercher le design thinking? Enfin, on peut se dire quand même qu'ils ont plein de choses. Je ne sais pas, moi j'ai découvert le design thinking, mais je pensais qu'il y avait peut-être des choses encore mieux que le design thinking et que voilà. Mais pourquoi l'armée s'est intéressée au design thinking et comment ils s'en servent? Donc, je suis heureuse de passer la main à Jean-Michel, qui va vous présenter tout ça et on va garder aussi un moment important pour échanger. Donc, pour répondre à vos questions. Merci. Alors, d'abord quelques mots de présentation et puis juste une petite limite. Je suis le colonel Jean-Michel Millet et actuellement je travaille en Norvège, à Stavanger, c'est dans le sud de la Norvège, où se trouve le centre interarmé de guerre de l'OTAN, qui est un centre où on prépare tous les grands exercices de l'OTAN et où au regard de ces grands exercices, et c'est le travail de ma division, eh bien, on regarde comment est-ce qu'on peut adapter les concepts, les façons de travailler pour que l'OTAN soit davantage opérationnel avec les 29 pays de l'OTAN. Voilà, donc ça c'est mon travail. Une petite limite, tout ce que je dis, évidemment, ça n'engage que moi, ça n'engage ni le ministère des Armées, ni l'OTAN. Voilà. C'est important, sinon je ne peux pas vous parler. Donc, alors, le design thinking, on va raconter l'histoire, mais au départ, on se dit, il n'y a rien de plus, les armées, il n'y a rien de plus différent que de l'état d'esprit du design thinking. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les militaires reçoivent un contrat du politique. D'accord? Ils n'inventent pas leur mission. Leur créativité est quand même largement limitée. D'accord? C'est le politique qui décide de la mission du militaire. Donc ça encadre assez strictement leur mission. Ensuite, évidemment, la notion même de péril implique qu'effectivement, il y a des contrôles méthodologiques assez importants parce que c'est la vie d'être humain qui est en jeu. Donc tout ça implique des méthodes très structurées, une discipline, et donc on se dit, bon, ça ne va pas trop bien avec la démarche du design thinking. Et pourtant, ce qu'on va voir, l'histoire du design thinking dans les armées, ça remonte à peu près à cette date-là. À cette époque-là, donc moi je suis, ce jour-là, je suis au centre opérationnel d'un des états-majors de l'OTAN en Italie, à Naples. Et lorsque, au centre opérationnel, on voit ces images, il y a une incompréhension totale. C'est-à-dire que ça sort de ce à quoi on s'attendait. À ce moment-là, l'OTAN est engagée dans les Balkans, dans des opérations relatives donc, à la dissolution de la Yougoslavie,
Et ça sort complètement de notre champ de compréhension. On pourra en reparler d'ailleurs, c'est peut-être un exemple de design thinking. Et quelle est la démarche à partir de cet événement? Eh bien, la démarche naturelle, ça va être d'appliquer ce qu'on fait d'habitude dans les armées, en termes de planification. La planification dans les armées, puisque c'est aussi mon autre métier, d'être planificateur et d'avoir enseigné la planification, on en reparlera tout à l'heure, consiste méthodologiquement à se projeter dans un futur qui est l'état final désiré et à revenir vers le présent. Et puis, à en tirer des objectifs et des effets, à définir un centre de gravité pour l'ennemi et un pour les amis, et à partir de là, à définir des lignes d'opération sur lesquelles on va agir pour finalement arriver à cet état final recherché. Finalement, c'est quelque chose qu'on trouve également dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, on fait ça. À cette époque-là, de plus, les Américains sont dans une démarche de transformation qui vise à utiliser la technologie pour maintenir leur supériorité. Donc finalement, on peut se dispenser de l'adversaire, puisque l'adversaire devient un peu une quantité négligeable, et en appliquant une bonne méthodologie bien structurée, eh ben, finalement, on va y arriver. D'accord ? Et c'est ce qui est fait à la fois en Afghanistan, et puis après, en Irak. Voilà. En disant, ben, on a bien planifié, donc maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Or, ça ne marche pas. Donc, deuxième époque, c'est au printemps 2004, et je suis à l'US Army War College, donc en Pennsylvanie, dans une conférence avec des généraux américains. Et là, il y a une réflexion pour se dire, on est en train de se faire détruire. A priori, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Et le design thinking, dans les armées américaines, naît à ce moment-là, en se disant, il faut qu'on revoie de fond en comble notre façon de réfléchir. Donc on cherche sur la place qui est-ce qui peut nous aider. Et on va voir que c'est à ce moment-là qu'on va trouver un certain nombre d'idées, parce qu'il y avait déjà des gens qui faisaient du design thinking. Deuxième exemple, cette fois-ci en Afghanistan, où on a un peu la puce à l'oreille de choses qui ne vont pas. Un exemple très concret où une équipe de sapeurs américains arrive dans un village et s'aperçoit que les pauvres femmes du village sont obligées de faire une dizaine de kilomètres pour aller puiser de l'eau. Donc, première chose, pour gagner les cœurs et les esprits, ils construisent un puits dans le village. Bon, très bien. Quelques semaines après, le puits est détruit. Bon. Ils mènent une enquête et ils s'aperçoivent que ce sont les femmes qui ont détruit le puits. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils pensaient que c'était les talibans qui auraient détruit le puits pour rendre la vie difficile. Et pas du tout. Ce sont les femmes qui ont détruit le puits. Pourquoi ? Parce que, et donc ça demande une explication supplémentaire, le moment où elles faisaient ces 10 km, c'était le moment où elles étaient en dehors de la maison, où elles pouvaient parler entre elles, etc. Et donc, en fait, les Américains se disent, mais en fait, on ne comprend rien de ce qui se passe. On ne comprend rien. On a utilisé une méthode qui ne fonctionne pas, et on est dans un environnement où on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, il faut changer complètement de façon de faire. Donc, en fait, ce à quoi on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'approche classique de résolution des crises ne fonctionne plus. Alors, pour ces trois raisons, parce que la stabilité internationale, le concert des nations est en crise, et que finalement, les fondements de ces crises, les points de référence sont contestés. D'autre part, qu'on a une action diplomatico-militaire pour revenir le plus vite possible à un état de stabilité. Et donc, en fait, on ne prend pas en compte la complexité des affaires. Et donc, on parle de crise, alors qu'en fait, ce sont des choses qui sont sur la longue durée. Et donc, on s'engage très rapidement sur des phases de stabilisation, des processus politiques. Il faut qu'il y ait des élections tout de suite,
alors même que les fondements même de la situation n'ont pas été compris. Et ça, plus on avance dans les crises en Irak, en Afghanistan, aujourd'hui en Ukraine, dans d'autres domaines, plus on s'aperçoit qu'en fait, notre façon de réfléchir à l'action internationale et en fait la planification pour les opérations militaires ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui se passe? À l'origine du design thinking dans les armées, il y a une école qui est la School of Advanced Military Studies, donc à Fort Leavenworth, dans le Kansas, où donc j'ai passé un an. Et la rencontre de cette école avec un homme qui est le général Shimon Nave, qui est un général israélien, parce qu'Israël avait eu affaire à cette même chose, c'est-à-dire l'armée israélienne qui était très forte, finalement, au début des années 2000, s'aperçoit que sa méthode fonctionne plus. Donc elle est le même questionnement. Et il développe un questionnement complètement différent. Grand lecteur des structuralistes français, grand lecteur de Michel Foucault. Alors on parlait tout à l'heure des philosophes. En fait, il va adopter une attitude philosophique pour essayer, eh bien, à partir d'une démarche faite d'humilité, de se demander comment est-ce qu'on peut mieux comprendre la complexité des situations de crise. Voilà. Et après, eh bien, comment agir dans ce domaine-là. Alors évidemment, comme les États-Unis étaient à la recherche de méthodes, je dis bien, ils vont faire venir Shimon Nave. Et à partir de là, je dirais que le verre était dans le fruit, puisque Shimon Nave va expliquer que ce n'est pas vraiment une méthode, d'accord ? C'est une autre façon de penser. Et ça va se développer progressivement. Alors, Shimon Nave, qu'est-ce qu'il dit ? Il va parler des problèmes malins, c'est-à-dire des problèmes où il n'y a pas de solution. C'est embêtant quand on a un problème à résoudre. Et pourquoi est-ce que ces problèmes sont malins ? Parce que, pour trois raisons. D'abord, on n'est pas sûr que l'hypothèse de départ soit juste, ou il n'y a pas de consensus sur cette hypothèse de départ. Ensuite, il n'y a pas d'accord sur la façon de résoudre le problème. Ensuite, le problème change en permanence. Et il change au fur et à mesure, les données mêmes du problème changent en permanence. Et donc, ça veut dire qu'il faut en permanence pouvoir revisiter le problème et les présuppositions qu'on a fait sur ce. C'est ce qu'on appelle les problèmes malins. Voilà. À partir de cette démarche-là, il va falloir avoir une démarche très humble, parce que, en fait, les problèmes militaires, on ne va pas les régler, on n'aura pas un état final recherché. Il y aura juste une transformation, une évolution des problèmes, d'accord ? Et pas un état final recherché. Ça ne s'arrête pas. L'histoire du monde ne s'arrête pas. Et il va utiliser pour ça, il va s'intéresser à l'analyse systémique, puisque vous voyez bien le lien entre ça et l'analyse systémique, où on va essayer de comprendre la globalité des facteurs. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec ces femmes afghanes dans leur village et qui vont détruire le puits, parce que pour elles, c'était important de pouvoir sortir de leur maison. Et donc, c'est beaucoup moins simple que que les méthodes qui étaient utilisées auparavant. Donc on va s'intéresser à la théorie générale des systèmes et voir comment c'est applicable dans le domaine militaire. On va partir de cette phrase qu'on connaît souvent, de dire, avant de résoudre un problème, il faut surtout passer du temps à essayer de comprendre en détail ce problème. D'accord ? Et c'est la phrase d'Einstein, si je disposais d'une heure pour sauver la planète, je consacrerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à le résoudre. Voilà. Et finalement, dans le domaine militaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, avant de sauter sur une solution, je dirais, technique, tactique, eh bien, il faut d'abord bien définir la nature du problème. Alors, le diapo est un petit peu compliqué, mais ce que va essayer de faire Shimon Nave, sans que ce soit trop formalisé, c'est de mettre en place une méthode, pas une méthode, mais une façon de penser où on va
en permanence regarder l'évolution, que ce soit des adversaires ou des rivaux, des ressources, du commandement, et puis en permanence, on va essayer d'identifier comment ces sous-systèmes interagissent. Le problème des militaires, c'est quand même qu'à un certain moment, il va falloir faire un plan, parce qu'il va bien falloir agir. D'accord ? Et pendant 10 ans, hein, alors là, ce dont je vous parle, ça a commencé au début des années 2000, 2003. Pendant 10 ans, en particulier dans l'armée américaine, toute la difficulté, ça a été de réconcilier ceux qui faisaient du design et ceux qui faisaient des plans. D'accord ? Parce qu'à la fin, il faut quand même que ça devienne quelque chose de très concret. On n'est pas encore tout à fait au bout de cette affaire-là, mais ça peut nous amener aussi à des réflexions dont on parlera dans les questions. Alors, quelle a été l'implication ? Vous en avez peut-être entendu parler, mais sans forcément voir le rapport avec le design. Deux généraux américains, le général McChrystal, qui commandait les forces en Afghanistan, et le général Petrus, qui a d'abord commandé les forces en Irak, puis en Afghanistan, ont largement utilisé le design thinking. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. On pourra reparler de cette affaire-là, puisque j'ai quand même servi pas mal de temps en Afghanistan. Le design thinking n'a pas pour but, à lui seul, de résoudre toutes les données du problème. Il y a parfois des données politiques qui font que c'est très, très difficile de changer les situations. En revanche, ça nous donne deux exemples, à la fois pour l'Afghanistan sur la gauche de la diapositive et pour l'Irak sur la droite de la diapositive, de la façon dont on va faire. Alors vous ne pouvez pas voir toute la réflexion qui est derrière, mais il va falloir utiliser autre chose que des mots. C'est un autre problème que les militaires ont, c'est que tout le langage est extrêmement formaté pour qu'il veuille dire la même chose pour tout le monde. Et donc, en fait, vous êtes piégé dans votre propre langage. La façon de sortir de cette difficulté, ça va être d'utiliser du dessin. Du dessin, des Legos, de la pâte à modeler, enfin, de trouver d'autres façons de ne plus être piégé par le langage. Et donc, le général McChrystal, sur cette illustration, par exemple, il va expliquer quelle est la difficulté de la contre-insurrection. Et donc, il va utiliser cette formule, 10 moins 2 égale 12. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que quand vous tuez un insurgé, en fait, vous créez d'autres insurgés. Voilà, et donc, il va exprimer ça de façon illustrée. Le général Petrus, pour lui, il va expliquer quelle est sa façon de voir les choses en l'illustrant avec une métaphore qui est la métaphore du serpent qu'on va, on va serrer autour des dans les différents domaines pour finalement l'asphyxier. Donc ça fait appel à d'autres choses que des mots ou des phrases toutes faites ou des ordres tout faits en essayant d'utiliser la créativité, la représentation par d'autres méthodes. Et ça parle beaucoup mieux. Alors, troisième époque, donc à ce moment-là, je suis, c'est un petit peu avant de rencontrer Aurélie, je suis professeur de planification à l'école de guerre, et donc je crée un club, parce qu'évidemment, ça je l'avais vu depuis presque 10 ans, mais dans notre armée française, on n'utilisait pas trop le design thinking. On essayait surtout de coller à la roue pour revenir sur des méthodes, parce que ça faisait pas longtemps qu'on était rentré dans l'OTAN. Bon. Et donc, mon idée, pour former les officiers admis à l'école de guerre, c'est de créer un club qui était titré « Penser autrement ». D'accord ? De façon individuelle, mais également de façon collective. Donc d'amener de la pensée collective, avec une première étape qui est d'abord de comprendre les mécanismes de la pensée au niveau individuel. Quelles sont les failles, quelles sont les difficultés. Et ensuite de passer à la pensée collective. Alors, avec une phase de convergence et plutôt une phase de divergence et une phase de convergence. Voilà. Avec quand même un certain nombre de limites
en utilisant le design thinking. Pourquoi? Parce que la guerre, avec sa part d'irrationnel, mais on le reverra après, ce n'est pas la même chose que le monde des affaires. D'accord? Généralement, le mélange des genres n'est pas très bon, même si on peut s'inspirer, ce n'est pas la même chose. D'accord? Alors, on va utiliser la pensée critique et la pensée créative, et croyez-moi que dans l'élaboration des décisions opérationnelles, la pensée critique a toute sa place, parce que justement, on est suffisamment discipliné pour accepter cette critique-là et pour permettre la créativité. D'accord? Donc, on va utiliser cette pensée critique et créative en ayant toujours en tête que dans le domaine militaire, c'est une pensée dialectique. Pourquoi? Parce que l'adversaire, eh bien, il est là pour détruire tout ce que vous êtes en train de faire. Et lui-même utilise sa créativité pour cela. Donc il faut non seulement faire preuve de pensée critique et créative, mais toujours le mettre dans une réflexion dialectique. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des red teams, qui vont en permanence critiquer ce que vous êtes en train de faire pour voir quelles sont les failles vues du côté de l'adversaire. Alors, je pense sur la pensée critique, parce que je pense que vous êtes tous, vous connaissez déjà cela très bien. Et ça va nous amener à réfléchir et à faire réfléchir les militaires sur qu'est-ce que c'est que la discipline intellectuelle. Et pas simplement la discipline formelle, mais la qualité de la pensée. Une des choses dont a parlé Aurélie, c'est l'humilité intellectuelle. Et ça, c'est très important dans les opérations. Pourquoi? Parce que, en fait, on pense qu'on a la solution, mais non, il faut y aller de façon très humble. Je vous parlais tout à l'heure de Shimon Navé. En fait, son implication pour les armées israéliennes, ça a été qu'au départ, on ne sait rien. On ne sait pratiquement rien. Et progressivement, par des engagements, par des tests, on va comprendre de mieux en mieux la logique des systèmes. Mais donc avec une grande humilité sur ce qu'on peut réaliser et sur notre propre capacité à comprendre les systèmes dont l'adversaire, évidemment, s'ingénie à gêner la compréhension. Donc, ces domaines qui s'appliquent sur la discipline intellectuelle, l'autonomie intellectuelle, ça veut dire que chaque officier dans un groupe de planification est responsable de la qualité de sa propre pensée. La persévérance intellectuelle, ça veut dire par exemple que quand on n'est pas d'accord, il y a une discipline formelle, puis il y a une discipline aussi pour dire « je ne suis pas d'accord voilà, avec telle chose ». C'est un peu la même chose que le courage intellectuel. L'intégrité intellectuelle, c'est également une forme de discipline. Et puis l'empathie. Et au sujet de l'empathie, une chose qui s'est faite avec le design dans les armées, c'est de s'intéresser à beaucoup de disciplines différentes. L'architecture, la philosophie, la psychologie, les travaux de managers. Je voyais tout à l'heure la 5e discipline, c'était une lecture obligatoire aux États-Unis pour essayer de comprendre la logique systémique. Donc essayer d'élargir le plus possible notre compréhension. C'est tout à fait normal puisque la guerre elle-même changeant, eh bien, il faut s'intéresser à d'autres domaines que le domaine purement, strictement technique militaire. Alors ça donne quoi et où est-ce qu'on en est, notamment dans l'OTAN? Alors en fait, les méthodes, puisqu'il y a des méthodes de planification qui sont élaborées, en tout cas la méthode officielle, donc qui est la méthode de planification par l'approche globale, qui est la méthode de l'OTAN, eh bien, fait une part au design thinking. Maintenant, évidemment, ça dépend des utilisateurs de l'utiliser bien ou mal. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a donc un mois, j'étais dans le sud de la Bavière, à l'école de l'OTAN, pour assister au premier cours officiel sur le design thinking, ce qui devient une méthode. Là encore, la difficulté est que, c'est celle que je soulignais en introduction, c'est que le travail des militaires, c'est très contractuel. Le politique donne un ordre et il espère bien que ça va aboutir à quelque chose de très formaté. Donc il y a une tension, et quand on parle de design thinking, c'est tout à fait normal d'avoir des tensions. Il y a une tension entre
la phase de design et la phase de planification elle-même. À la fin, il faut quand même que ça aboutisse à des plans, parce qu'il y a des engagements, il y a des hommes qui sont mis sur le terrain. Donc, ça avance, la difficulté étant la multiplicité des niveaux de réflexion et également donc, cette dimension politique. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les différents pays de l'OTAN, ce dont on s'aperçoit, bon, je vous ai dit que les États-Unis et Israël étaient assez précurseurs, mais c'est également le cas de la plupart des pays anglo-saxons et également des pays d'Europe du Nord. D'accord ? Donc il y a je dirais que l'Europe du Sud est un petit peu moins sur les méthodes de design thinking. La France s'y met, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, le cours que j'avais mis en place, donc, qui s'appelle Penser autrement, est devenu un cours complet à l'école de guerre. Comment ça se passe concrètement au niveau stratégique? Eh bien, pour les Français, je ne parle pas de l'OTAN, mais pour le commandement des armées françaises, eh bien, dans l'anticipation stratégique et dans les travaux prédécisionnels, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une réflexion de design thinking où on va ne rien s'interdire en termes de réflexion et essayer d'utiliser différentes méthodes pour essayer de mieux comprendre le système. On va également créer une analyse systémique du sujet, du problème. Ça va être une analyse systémique du problème en Libye, une analyse systémique du problème en Syrie, pour essayer de voir, justement, par approche successive, quelle est la valeur de cette analyse. Voilà. Sans que ce soit une méthode, on a avancé pour voir comment on crée un modèle d'une crise. Donc pendant cette phase particulière, on va rassembler des connaissances, on va définir des grands sujets, on va faire du brainstorming, on va choisir, on va décrire chacun des acteurs, définir la nature des liens, et puis, par approche successive, simplifier, jusqu'à avoir un modèle qui signifie quelque chose. Et puis ça, on va recommencer en permanence. Alors, quel avenir pour le design thinking dans le domaine militaire? Donc la personne sur la gauche, c'est Valéry Gerasimov, c'est le chef d'état-major des forces russes. Et les forces russes, ça fait 10 ans qu'il y a eu une grande réforme, en fait, ont mis en place une doctrine qui s'appelle la doctrine Gerasimov, qui prend en compte la diversité, l'évolution complètement peut-être inattendue de la chose militaire. Il s'inspire pour ça d'un livre qui est sorti beaucoup plus tôt, en fait en 1998, je crois, Unrestricted Warfare, donc par deux officiers chinois qui vont expliquer ce qui va se passer avec la chose militaire qui va dans des domaines complètement nouveaux, qui vont expliquer un petit peu ce qui va se passer le 11 septembre 2001, qui vont expliquer ce qui va se passer dans le domaine cyber, dans le domaine de l'espace, dans le fait qu'il n'y a plus de limite finalement au domaine purement militaire. Et le général Gerasimov va utiliser cela. Ce que vous avez pu voir en Ukraine, ce que vous pouvez voir actuellement dans les pays baltes, ce que vous pouvez voir dans d'autres zones, c'est l'application de la doctrine Gerasimov. Ce qui signifie que si on n'applique que les méthodes de planification purement militaire, on ne peut pas arriver à contrer ce genre de choses-là. Et donc le design thinking devient absolument essentiel. Et il est appliqué finalement par les stratèges chinois, par les stratèges russes, par évidemment les stratèges de Daesh. C'est tout à fait, donc ça suppose que de notre côté, eh bien, on applique ce genre de méthode. Alors un dernier mot, et peut-être pour lancer les questions, il n'y a pas un design thinking, mais il y a des design thinking. D'accord ? Et vous avez vu un certain nombre de similarités, l'humilité, l'utilisation de méthodes, pas de méthodes, mais de moyens aidant la créativité. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, les militaires, ils ont besoin qu'à la fin, il y ait un plan. Hein. On peut pas. Voilà. Le design industriel, on voit bien ce que c'est comment produire des objets qui répondent à l'attente de l'utilisateur, mais en même temps avoir
avoir un intérêt industriel. Et puis, ce dont on parle beaucoup, c'est le design centré sur l'humain, c'est-à-dire, comme c'est un petit peu ce dont parlait Aurélie, c'est-à-dire de repenser le management de l'entreprise, centré sur l'humain. Alors tout ça, en fait, les armées le font. Évidemment, on a besoin de matériel qui répondent aux besoins. Sur le domaine de l'humain, on travaille également, notamment à l'OTAN, beaucoup en ce moment, sur l'optimisation du capital humain. C'est-à-dire, finalement, notre seule chance de pouvoir avancer, de pouvoir travailler, c'est la qualité des personnes qui sont dans l'organisation, d'accord, et investir sur l'organisation. Et en même temps, le design militaire a sa propre spécificité, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il doit aboutir quand même à des ordres et qui engagent évidemment la vie de nos soldats. Voilà sur le design, on est ouvert à vos questions. On va commencer par monsieur qui a une question. Alors je vais la faire en version courte et peut-être un peu détaillée après. Mais ma question c'est qui fait du design thinking? Et par là je veux dire quel niveau hiérarchique de grade ont les gens qui y contribuent, quelle est leur proximité du terrain? Parce que tout à l'heure vous aviez une planche où on avait une distinction entre le niveau stratégique politique, le niveau stratégique militaire, le niveau opérationnel militaire. Et je repense à la photo de la dame qui porte de l'eau. Et je m'imagine, je connais rien au monde militaire, mais je fais pareil avec l'entreprise, j'imagine que le soldat qui va dans le village et qui fait son enquête, il a plus rapidement la conscience de ce qui se passe et la compréhension que le général qui a quelques centaines de kilomètres, voire plus. Voilà. Et du coup, ma question, c'est, le design thinking, c'est pour, tel que vous l'utilisez dans le monde militaire, c'est les généraux les plus brillants qui ont démontré le plus, qui sont dans la pièce, qui réfléchissent. Est-ce que c'est un mix de gens terrain et de gens plus seniors? Bon, alors d'abord, les généraux, ils ne restent pas dans leur bureau, donc ça leur arrive d'aller sur le terrain. Et surtout, ils étaient sur le terrain avant, donc c'est comme ça qu'ils sont devenus généraux. Donc, de quoi? Les colonels aussi, voilà. Mais la même chose est vraie en entreprise, et pour autant, c'est pas pareil avec le dirigeant d'une organisation opérationnelle. Je pense, mais la différence quand même du monde militaire, c'est que tous les officiers, ils ont déjà été soldats. Et ils ont franchi toutes les... Donc c'est assez différent. En revanche, c'est une bonne question, c'est-à-dire à quel niveau c'est le plus utile de faire du design thinking? C'est au niveau de la conception des opérations. Donc forcément, ce n'est pas au niveau de l'exécution elle-même, même si cette réflexion sur la créativité, sur l'ouverture, c'est valable à tous les niveaux. Dans les armées, une évolution qui est liée au design thinking, c'est ce qu'on appelle le commandement par subsidiarité. C'est-à-dire, en anglais, le mission command. Où en fait, à partir d'une intention générale donnée par le chef, on fait suffisamment confiance aux subordonnés pour qu'ils aient compris ce dont il s'agit. Ça se passe au niveau de conception, c'est au niveau de la planification, avant d'aller en opération, et puis ensuite sur les opérations, donc c'est forcément dans les états-majors. Parce que ensuite, l'exécution, elle, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est qu'on va expliquer un petit peu quel est le sens de ces missions. Par exemple, pour reprendre les exemples que j'avais choisis tout à l'heure sur le général McChrystal, il avait, en Afghanistan, fait une fiche de 12 points, les 12 commandements de ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'était applicable jusqu'aux soldats, en fait, la fiche du soldat de ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Par exemple, rouler vite dans un village. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il fallait enlever ses lunettes de soleil pour parler à quelqu'un, ou enlever ses gants quand on serrait une main, etc. Ça semble tout bête, mais l'effet psychologique, et ça s'adressait aux soldats de base. Voilà. Autre question. Ma question, c'est sur l'aspect culturel. J'ai bien aimé que vous citiez Gerasimov, justement, en parler de la différence entre Russes et Américains. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue il y a quelques temps, qui vaut ce qu'elle vaut, mais que j'aimerais que vous nous commentiez, parce qu'on attribue souvent la pensée design aux anglo-saxons et aux américains, et cette anecdote, en fait, relatée dans la relation militaro-industrielle, le fait que chez les Russes, évidemment c'est très caricatural,
c'est l'armée qui va voir les ingénieurs en leur disant voilà nos domaines opérationnels, voilà les choses dont on a besoin, maintenant vous, ingénieurs, réalisez. Et prenez l'exemple inverse, paradoxalement, chez les Américains, au contraire, c'est plutôt des ingénieurs, Boeing, etc., Lockheed Martin, etc., qui vient avec un certain nombre de technologies sur étagère, et en demandant aux militaires, ben, on a ça qui marche, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et que cette façon-là de pratiquer était évidemment beaucoup moins efficace, et ça donnait typiquement le F-35, et tout, voilà, un certain nombre de sujets compliqués qu'on avait. Est-ce que ça correspond à votre lecture vue de l'OTAN et pratiquée de pensée, ou comment vous... Alors, deux anecdotes. D'abord, je vous confirme que ça se passe comme ça au Pentagone. Le Pentagone, c'est pas du tout comme le centre de CPCO en France, le centre de planification et de conduite des opérations. En fait, c'est un peu les marchands du temple. En fait, vous avez Boeing autour, etc. Donc, voilà. J'étais à Washington, et donc je vous confirme que c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire, ne serait-ce que pour des raisons militaires ou industrielles, puisqu'il faut que chaque État puisse avoir une part du gâteau de la production industrielle. Ce qui fait que ça revient très cher et que c'est pas forcément, les outils sont pas forcément les plus aboutis. La deuxième anecdote, je vous parlais de Shimon Navé. En fait, l'ouvrage majeur de Shimon Navé, c'est sur la Russie. C'est sur l'art opératif russe. Et en fait, il crée un lien entre le design thinking et l'art opératif russe. Et donc, il y a un lien très fort entre le général Gerasimov, il n'a pas simplement lu Shimon Navé, etc. Non, en fait, il s'est inspiré de la tradition culturelle militaire russe qui veut qu'il y ait, au-delà de l'approche purement militaire, une approche également politique et sociale des problèmes. Donc en fait, il fait du design thinking avant le design thinking parce que c'était également le cas en Union soviétique. Voilà. Donc, je sais pas je ne connais pas suffisamment le domaine industriel, militaire ou industriel russe. Je confirme pour les Américains que c'est comme ça que ça se passe, ce qui n'est pas sans poser de problème. Et qu'en revanche, la Russie réfléchit toujours en termes plutôt globaux. Oui. Pour votre intervention, j'avais une question par rapport à ce que j'appelle la conduite du changement. Oui. Par rapport à l'entreprise, vous proposez quelque chose de nouveau sur un art qui est plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Comment c'est reçu par vos pairs et comment vous avez transformé ce concept-là dans les manières de travailler? Ben, forcément, les militaires sont assez conservateurs. Sauf que, ben oui, parce que leur métier, c'est de conserver. Donc, la conduite du changement dans les armées, elle arrive parce que la plus grande peur des militaires, c'est de préparer la guerre d'hier. Voilà. Et donc, quand il se passe quelque chose qui transforme, c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple du 11 septembre 2001, le réflexe premier, c'est de dire qu'est-ce qu'on a sur étagère pour répondre rapidement. Et le réflexe second, c'est il faut vite changer de façon de faire. Donc cette conduite du changement, elle arrive comme ça. Elle arrive également par l'observation des rivaux. Bon, c'est la guerre froide, en gros. Donc il faut toujours avoir quelque chose de mieux que l'autre, et donc comment changer. Actuellement, c'est le cas dans l'OTAN, pour essayer de réfléchir aux problèmes qui sont donnés aux pays occidentaux, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit face à l'émergence des puissances, la réémergence des puissances, des États-puissances. Voilà, ça oblige à réfléchir, à travailler autrement, d'où le design thinking. Donc une acceptation du changement pour ne pas préparer la dernière guerre. Ça veut dire que c'est assez naturellement accepté, ça, il n'y a pas des... Non, c'est pas naturellement accepté, c'est accepté parce que sinon on devient non pertinent. Mais c'est difficile, pourquoi? Parce qu'un système militaire, c'est un système qui se construit sur de longues années avec beaucoup de pièces mobiles. Quand vous formez un officier, ou un sous-officier, ou un technicien, ça prend des années. Donc ensuite, vous n'allez pas lui dire, ben en fait, on s'est complètement trompé, on va refaire complètement autre chose. Et chaque pièce du puzzle qui fait une unité militaire est importante. Voilà. Oui.
Ouais. Je rebondis sur la question qui était en fait comment trouve-t-on que ça fonctionne mieux qu'avant? C'est dans la suite du changement en fait. Comment on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des KPI, des mesures qui font qu'on a trouvé que ça marchait mieux qu'avant? Ben non, parce que si vous comprenez qu'il y a une grande démarche d'humilité et qu'on n'est pas sûr qu'on va comprendre le système, si vous commencez à mettre des mesures de performance et des mesures d'efficience, vous risquez assez rapidement d'aller dans le mur, puisque vous essayez de mettre dans une boîte quelque chose dont la complexité fait que ça change en permanence. Donc vous ne pouvez pas... C'est toute la difficulté de l'évaluation, puisque c'est un petit peu ce que je disais sur les planificateurs. Les planificateurs, ils veulent, une fois après avoir planifié, ils veulent savoir si les résultats sont bons. C'est une démarche scientifique, une démarche analytique. Et la démarche du design thinking, elle n'est pas du tout, ou pas vraiment, analytique. Elle accepte la complexité du système, elle accepte de ne pas tout comprendre. Voilà. Donc, c'est une tension qui doit être acceptée. C'est-à-dire que si on essaye de mesurer le changement, c'est quoi mesurer le changement dans la façon de faire la guerre? Mais il y a plein de choses qui changent. On peut être surpris, mais ça ne veut pas dire que sur la longue durée, ça ne fonctionne pas. Oui. Ah, on va passer à monsieur, puis après vous... Est-ce que dans le travail, c'est habituellement engagé des méthodes comme brainstorming ou des ateliers? Est-ce que la méthode de pansement, c'est fait comme ça? Absolument. Donc je vous ai dit que j'ai fait de la planification opérationnelle pendant 10 ans. La planification opérationnelle, quand on prépare une opération, c'est essentiellement du brainstorming. Essentiellement. Donc ensuite, la démarche vers le design thinking, c'est pas incompatible avec cela, puisque en fait on le fait en permanence. Quand une opération commence, en fait, on a une série d'ateliers pour amener un certain nombre d'éléments d'analyse, d'accord, et qui amènent progressivement, donc ça c'est par divergence, puis ensuite par convergence, où on va amener à des propositions de solutions. Mais ça se fait sous forme de brainstorming, essentiellement. Alors ma deuxième question c'était comment teste-t-on, comment testez-vous les hypothèses? Puisque dans le design thinking, il y a une partie prototypage et test. Est-ce qu'il y a cette partie-là? Parce que je me doute que le droit à l'erreur ne doit pas être le même quand on envoie des gens sur le terrain. Non, bah c'est une très bonne question. C'est-à-dire que le plan lui-même prévoit d'essayer, de se renseigner sur certaines choses, de tester un certain nombre de choses. Et donc c'est une partie intégrale de la démarche. Vous pouvez, si vous regardez ce qui a été fait en 2006 par l'armée israélienne, c'est exactement la démarche qui a été faite face au Hezbollah. C'est-à-dire non pas quelque chose de frontal, mais par des phases de test. Donc c'est comme ça qu'en fait, d'ailleurs ça démontre que c'est bien une méthodologie de design thinking qui a été utilisée. Plutôt que d'essayer de s'imposer à l'adversaire, c'est plutôt essayer d'influencer son comportement et de voir par une série où sont ses points faibles, où sont ses points... Voilà. Et du coup, il y a un peu design thinking. En permanence, je crois qu'il y avait une image qui le montrait, c'est-à-dire que intégralement dans la procédure, il faut en permanence se poser la question de est-ce que notre modèle de pensée fonctionne ou doit évoluer, etc. Et donc ce n'est pas vraiment de l'assessment comme on peut le faire par ailleurs dans les armées, puisqu'il y a également de l'évaluation. Par exemple, quand vous faites un bombardement, il y a ce qu'on a un bombardement d'un objectif, il y a derrière l'évaluation de l'efficacité du bombardement qui fait intégralement partie de la mission. Bon, ben ça existe toujours, mais à un niveau, je dirais, plus opérationnel, on fait une série de tests. Voilà. Oui. Oui, l'anecdote du QI et des femmes évoque la notion de commandite non dite qui est
qui est un concept de qualité de l'innovation. Alors, comment traquez-vous cette commandite non dite qui existe préalablement, mais juste qui n'a pas été entendue, parce qu'elle n'a pas été formulée? Et puis, une question subsidiaire, est-ce que le terme thinking, penser, est-il suffisant? Ma fréquentation des designers, et que ça ne se rationalise pas. Il y a autre chose qui se déploie que le seul acte de penser. Et donc, comment est-ce investi et déployé dans nos démarches? Alors, je commencerai sur la deuxième partie, parce que l'irrationnel est totalement intégré et dans la démarche du design thinking dans les armées. On accepte en fait, c'est une critique de la pensée analytique. Donc on accepte que l'adversaire ne se conduit pas forcément de façon rationnelle, ou le milieu dans lequel on est ne se pense pas que de façon rationnelle, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'émotions dans le domaine militaire. C'est assez évident que la partie émotionnelle est beaucoup là. Donc ça, c'est tout à fait intégré, je dirais, dans le cadre des actions psychologiques, par exemple, où on va essayer ce qu'on appelle la communication stratégique. On va essayer d'influencer la pensée de l'adversaire en étant bien conscient qu'il y a une part d'irrationnel qu'on ne va pas contrôler. Voilà. Bon. Mais on en est conscient. Alors, la première partie de votre question, comment est-ce qu'on fait pour finalement traquer ces choses qu'on ne comprend pas? Mais, une fois qu'une opération est engagée, évidemment, en permanence, on va maintenir ou augmenter notre compréhension des choses. Cette affaire du puits, ça fait partie de ce qu'on appelle les leçons apprises. Donc on a un système permanent d'apprentissage dans les armées qui est très formalisé pour essayer de tirer des leçons de ce qui est en train de se passer, au moment même où c'est en train de se passer. Et c'est un réflexe qui est permanent dans les armées. Je vous disais, il y a 2 jours, j'étais en exercice. Hier, j'étais en exercice. La première chose qu'on fait, c'est en permanence, tous les jours, on essaye de détecter des éléments qui nous permettront d'être plus efficients. Oui. Je voudrais compléter votre réponse parce que j'ai cru comprendre que votre question c'était ok, la pensée design, la pensée c'est bien, mais si on fait que juste penser, il nous manque des choses pour savoir comment agir. Et en fait, moi, quand je dis que le design thinking, en fait, c'est pas une méthodologie, c'est avant tout une pensée. Ça n'empêche en rien qu'ensuite, lorsqu'on travaille sur notre sujet, sur notre problématique, on peut créer des modèles ou des méthodologies. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas le prendre comme une recette duplicable. En fait, je fais aussi souvent l'analogie avec le chef cuisinier qui invente la recette en tenant compte des aliments qu'il a à disposition et en tenant compte des propriétés de ces aliments qui ne demandent pas tous le même temps de cuisson, etc. Et c'est différent que de suivre une recette. Donc en fait, le design thinking, c'est vraiment inventer ces recettes au cas par cas en fonction de la problématique, en fonction du contexte, en fonction des contraintes, en fonction de ses objectifs, etc. Et là où je trouve qu'il y a une dérive actuelle, c'est qu'on a tendance à considérer que le design thinking, c'est une recette. Donc on regarde sur Internet, on voit que, ok, 1, il faut faire de l'observation, 2, il faut faire reposer faire l'observation pour reformuler la problématique, 2, faire de la créativité, 3, faire un prototypage, 4, des tests, etc. Alors que si on n'a pas le bon état d'esprit pour faire tout ça, on accouche d'une souris. Parce que si on fait une observation sans empathie, ça sert strictement à rien. Et parfois, c'est pas possible de faire des observations. Donc là, dans ce cas-là, la question, c'est comment on fait pour comprendre au mieux, avec les contraintes qui sont les nôtres, quels sont les besoins non exprimés de la population avec laquelle on doit, qui est concernée par cette problématique, par exemple les femmes. Voilà. Et puis après, c'est pareil, le test,
le prototypage et le test, si on ne sait pas bien être attentif à ce qu'on doit chercher dans le test, on peut aussi passer à côté de plein de choses. Donc tout ça pour dire que si on applique la recette sans aucun discernement, on n'aboutit à rien. Et que le vrai design thinking, c'est certainement pas l'application d'une recette, mais c'est la création à chaque fois de ses propres outils, de sa propre méthode sur mesure. Donc le chef cuisinier, il peut créer une recette. C'est pas parce qu'il est chef cuisinier qu'il s'interdit de créer une recette. C'est pas parce qu'on fait du design thinking qu'on doit s'interdire de faire une méthodologie. Mais elle sera adaptée au sujet spécifique. Et on aura conscience que c'est dangereux de la copier-coller. Voilà, c'est juste ça. Je reviens là-dessus parce que j'insiste que dans l'action militaire, elle est toujours dialectique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refaire la recette de la dernière fois. Parce que l'adversaire s'adapte. Ou alors, soit vous décidez que vous avez éliminé le rôle de l'adversaire, ce qui est une faute énorme, soit vous travaillez sérieusement et vous considérez que l'adversaire comprend ce que vous êtes en train de faire et va s'y opposer. Donc vous ne pouvez pas refaire la même recette, sinon vous êtes sûr de perdre, systématiquement. Je veux dire, le 11 septembre 2001, c'est le meilleur exemple de cela. Les fondamentalistes ne peuvent pas battre militairement les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la créativité, ils vont trouver autre chose. Mais ils ne vont pas recommencer, refaire les choses exactement de la même façon, les mettrait dans une situation difficile. Vous voyez, donc, ça suppose en permanence de réévaluer et surtout de ne pas avoir une méthode. Ce dont on parle là, de prototypage, c'est la méthode du design thinking de Stanford, mais en fait, ça pourrait être totalement autre chose. Et donc, il faut vraiment réfléchir sur la notion de méthode et le danger d'avoir une méthode. Et c'est à chaque fois inventer sa propre méthode, inventer ses propres outils, en fait. C'est ça, avoir des repères, des balises. Il faut être dans une perspective systémique, empathique, enfin, repartir en fait de l'état d'esprit que je décrivais, que je pense qu'on avait tous à la naissance, et comment on fait, pour explorer dans ce cas-là, et puis s'appuyer sur l'humilité, et quel outil on va créer pour aller explorer avec humilité cette problématique-là, et comment on va faire pour faire ça. Et c'est en ça où le design, c'est vraiment inventer tout, en fait. C'est certainement pas suivre une démarche. Voilà. Mais c'est tout le temps, tout réinventer. Ça repose donc, réinventer en permanence. Ça repose donc sur la qualité du facteur humain. Et c'est la richesse de l'expérience du capital humain. On parlait tout à l'heure de philosophie, de psychologie. En fait, finalement, c'est de la culture générale. Parce que vous êtes capable d'utiliser l'expansion de votre domaine de réflexion de façon beaucoup plus large que si on se focalise simplement sur une méthode qui va systématiquement amener au même résultat. Que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine du management humain ou dans le domaine militaire. On ne peut pas, les choses bougent en permanence, de façon dynamique. Oui. Mais alors justement, en lien avec ça, la pensée design nécessite quand même l'adoption d'une certaine posture, de développer certaines compétences qui ne sont pas forcément, ou en tout cas qui sont très oubliées, puisqu'on les avait quand on était petit. Du coup, comment est-ce que vous avez accompagné ça dans l'armée? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, un peu coup de poing, qui permettent justement de changer de posture, de lâcher prise, etc. Bah oui. Alors, d'abord, à quel niveau au moment de l'école de guerre, puisque c'est justement fait pour réfléchir autrement, et en utilisant d'autres supports, en s'ouvrant plus largement à différents domaines. Et puis, au sein de chacune des armées, ou dans l'OTAN, où nous avons un stage de design. Nous avons également d'autres stages, ce qu'on appelle Alternative Analysis, où on apprend à réfléchir autrement. Voilà. Donc ce sont ces stages-là qui vont nous permettre... Et puis il y a la pratique également. La pratique des exercices, la pratique des opérations, qui
qui vont amener les officiers à réfléchir autrement et à appliquer les principes du design thinking. Voilà. C'est très développé notamment dans chez les forces spéciales. L'agilité, dont l'agilité mentale. Voilà. Vous avez cité finalement des écoles d'officiers avec expérience, mais du coup, est-ce que c'est enseigné aussi dans les écoles type Saint-Cyr ou la Marine, aux jeunes en fait? Ah ben, aux jeunes, oui, bien sûr. Enfin, alors, je ne pourrais pas vous dire si aujourd'hui à Saint-Cyr c'est enseigné. Il faudrait que je me renseigne. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais je sais que le principe de la formation à Saint-Cyr, c'est d'être le plus large possible dans les compétences. Mais ce n'est pas nouveau. Quand j'étais à Saint-Cyr, on avait 23 disciplines différentes. Et donc, je dirais que quelque part, c'était une aide à aller vers la créativité et le design thinking en se formant dès le début de façon très large, pendant longtemps. Hein, un officier, il est formé, il a 2 ans de classe préparatoire, puis 3 ans de formation à Saint-Cyr, puis 1 an de formation spécialisée. Donc finalement, c'est pas très différent d'études de médecine. Hein. Donc, voilà. Comment vous gérez les différences culturelles? Parce que dans le temps, c'est une collection de nationalités. Alors on a un programme, là où je travaille, qui s'appelle One Team, où justement on prend conscience des différences culturelles de chaque pays. Mais dans l'approche du design thinking, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des différences culturelles. À partir du moment où on se met d'accord ensemble sur un objectif et où on essaye d'enrichir par des points de vue différents, c'est plutôt une bonne chose, les différences culturelles. Là où ça devient un peu difficile, c'est qu'il y a certaines nations où il faut d'abord obéir au chef. Bon. Et il y a des nations où c'est la créativité plutôt individuelle. Puis, de temps en temps, on obéit au chef. Donc là, ici, on voit bien les différences culturelles hein, dans le temps. C'est très net. Voilà, un Hollandais et un Polonais, c'est pas pareil. Voilà, ça marche pas pareil. Un Turc et un Norvégien, ça marche pas pareil. Bon, mais justement, quand on les met ensemble, assez rapidement, ils apprennent quand même à vivre ensemble. Oui. En fait, finalement, alors moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. En fait, c'est assez compliqué, je trouve. Oui. Est-ce que finalement le design thinking, c'est l'agilité cérébrale, intellectuelle? Est-ce qu'elle peut s'appliquer aux espions en fait, qui finalement sont plongés dans un univers qui n'est pas le leur et qui doivent, j'imagine, s'adapter oui. Je ne sais pas, parce que là vous parlez en fait des combats, j'imagine ça à l'ancienne. Pas que, oui, c'est pas Napoléon. J'ai peut-être une vision un peu archaïque du truc, et donc du coup comment ça s'applique sur des hommes qui sont sur le terrain mais qui sont en immersion totale et pendant des années? Est-ce que c'est des capacités qu'on va développer chez ces gens-là pour permettre un camouflage complet? Et après, moi, la question que je me pose, c'est psychologiquement, qu'est-ce qu'ils deviennent ces hommes qui sont complètement... Voilà. Alors, faudrait leur demander. Mais... Y a-t-il un espion dans la salle? Je sais pas, c'est peut-être complètement ridicule, hein, peut-être j'ai pas compris, mais ça me semble extrêmement puissant. Et en fait, c'est inquiétant. En fait, quand on parle des opérations actuelles, le plus important, c'est de comprendre. De comprendre de mieux en mieux en étant humble au départ. Ben, ça s'appelle faire du renseignement. Donc en fait, le design thinking, c'est tout à fait adapté à la démarche du renseignement qui vise à mieux comprendre. Donc évidemment, les agences de renseignement, mais dans le travail de planification, c'est d'abord un travail de renseignement pour essayer de comprendre. Et aujourd'hui, toute la difficulté des opérations, c'est que tout est caché. On parle des fake news, on parle d'opérations de déception, on parle de... pourquoi? Parce que ce qui peut être vu sera vu. Donc en fait, on va
camoufler les choses, de telle sorte qu'on va moins bien comprendre les intentions. Donc tout le travail de renseignement va être, non pas tellement de voir les choses, mais d'essayer de déceler des intentions. Et donc, forcément, il y a une démarche intellectuelle qui procède du design thinking pour essayer de mieux comprendre les intentions. C'est le travail que font les analystes à la DGSE ou dans les autres services de renseignement. Voilà. J'ai une question. Est-ce que vous intégrez le management des risques dans cette approche? Alors, le management du risque, c'est une partie inhérente de la planification des opérations. D'accord ? Sachant que le risque, je vais le dire, mais c'est aussi un facteur très positif. Parce que le risque, c'est ce qui est moins décelable. Si vous prenez un risque par rapport à un adversaire qui est en train de vous lire, ça revient à la dialectique dont je parlais tout à l'heure, il ne va pas s'attendre à ce que vous preniez des risques. D'accord ? Donc le risque n'est pas que négatif, mais bien sûr, le risque sur la mission, le risque fait partie de la démarche de planification, et donc en amont de la planification, de la démarche de design. D'analyse des événements redoutés aussi. Bien sûr. Alors, par rapport à la planification, vous voyez, il y avait un schéma tout à l'heure là sur... voilà. Où finalement, c'est assez linéaire. Le design, par rapport à ça, plutôt que d'avoir des choses linéaires, il va tracer des futurs possibles. Voilà. Et il va essayer de voir quels sont les futurs possibles. Donc ça va un peu faire dérailler tout ça, mais ce n'est pas grave parce que c'est un peu plus proche du réel. Donc il y a eu un travail pour travailler sur les futurs possibles. Voilà. Oui. J'aimerais revenir sur la question de l'évaluation. J'ai quand même du mal à croire qu'il n'y ait pas de tentative de retour d'expérience, de métrique de la performance d'une méthode par rapport à l'autre. En tout cas, il y en a en entreprise, ça paraît plutôt être assez sain intellectuellement de se poser la question de on a expérimenté une nouvelle méthode, est-ce qu'elle fonctionne plutôt mieux que la précédente? Vous avez vous-même cité, tendez la perche, les modèles Petraeus et McChrystal, vu d'un peu loin et surtout à 10 ans d'écart. On ne se représente pas forcément en quoi les interventions américaines, Afghanistan, Irak ont été si différentes de ce qui était pratiqué avant. Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets d'évaluations qui ont peut-être eu lieu, mais en tout cas d'amélioration via le design thinking de justement ces opérations-là et la façon dont elles ont été menées? Alors, moi, je ne suis pas allé en Irak, mais j'ai passé presque 3 ans en Afghanistan, donc je peux vous dire que c'était très différent avant et après. Alors ensuite, on ne va pas dire que l'Afghanistan c'est une grande réussite, mais c'est pour des facteurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'opération militaire. D'accord ? Ensuite, pour l'Irak, Petraeus, c'est celui qui a permis, par sa démarche elle-même, une avancée significative au milieu des années 2000. D'accord ? L'Irak, ça n'allait plus du tout. Et donc, par la démarche du design thinking, il y a eu une amélioration. Alors, il faut le mettre dans le grand schème politique de l'évolution des choses. Mais enfin, du point de vue strictement, je dirais, politico-militaire, il a été assez efficace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ensuite on l'a envoyé en Afghanistan. Ensuite, McChrystal, c'est difficile de le dire, puisque sa démarche a été assez positive, mais pour des raisons politiques, il a été rappelé, vous vous souvenez peut-être de l'épisode des Rolling Stones, en fait, il a été rappelé. Donc en fait, il n'a pas pu mener à bout une démarche. Mais en revanche, du point de vue de l'efficacité militaire, et même au niveau du terrain politico-militaire, ça a été assez efficace. Mais je ne veux pas rentrer dans des détails qui nous amèneraient là où je ne veux pas aller. Et non, ça a été efficace. Ensuite, il y a, je le disais tout à l'heure, il y a une notion contractuelle entre le militaire et le politique. Il faudrait que le politique fasse du design thinking, c'est-à-dire accepte de penser qu'il ne maîtrise pas tous les éléments et puisse expliquer qu'il ne maîtrise pas tous les éléments. Mais là, on sort du domaine de l'action militaire. Mais c'est vrai qu'il y a cette tension où, en gros, pour le politique, c'est assez difficile d'imaginer que le militaire fait du design thinking, où il va lui dire
je ne suis pas sûr que je vais résoudre votre problème, on va faire des tentatives, mais on n'est pas sûr que ça va marcher, et puis on va essayer d'être créatif, et puis on va voir, mais vous savez, je pense qu'on ne va pas résoudre le problème. Ça, c'est pas... Vous voyez bien que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher facilement. Voilà. Donc il y a une tension. Mais est-ce qu'on a su créer des systèmes experts qui puissent compiler tout un tas de données et aider à la décision? Alors ça fait partie un peu de mon travail et je dirais que c'est strictement contraire à la démarche de design thinking. Donc je travaille avec le centre d'Utrecht, qui est le centre expert du commandement pour l'OTAN, et où on amène la contradiction sur ce type de système, où effectivement, bien sûr, on va essayer d'avoir des systèmes experts en disant si vous mettez telle force là, et telle force ici, voilà, ça va marcher, vous êtes sûr, vous allez réussir. La démarche militaire, il y a une réalité physique, objective, etc. Mais on voit qu'il y a surtout une partie psychologique, politique, qui est très importante. En Afghanistan, il y a toujours eu 30 000 talibans, hein, depuis 1989, 1979, l'invasion. Il y a toujours eu le même nombre de moudjahidines ou de talibans. Bon. Et donc on se dit, quand on aura fini de tous les tuer, il n'y en aura plus. Vous voyez bien la faillite de cette démarche-là, parce que on est dans une démarche qui n'est pas quantitative. Voilà. C'est tout le problème des systèmes experts. On parlait tout à l'heure de la Russie. La démarche stratégique du général Gerasimov, c'est de faire que toutes les choses arrivent, tous les objectifs stratégiques soient atteints, sans utiliser de façon massive les moyens militaires. Il n'y a pas eu beaucoup de combats en Ukraine pour aller récupérer la Crimée. Ça s'est fait naturellement. Voilà. En utilisant différentes méthodes. Autre chose. Oui. Merci, parce que c'est absolument passionnant. Et en même temps, alors la question un peu difficile peut-être c'est difficile de répondre à ça, mais comment on concilie la prise en compte de la complexité, qui est en fait la réalité. La réalité, c'est que tout est complexe et c'est passionnant. Comment on prend ça en compte, comment on concilie la complexité et la productivité. Il y a actuellement sur Arte une série documentaire qui s'intitule Travail, salaire, profit, et qui fait vraiment réfléchir. Il y a des sociologues, il y a plein d'experts, différents économistes, etc. Et on est dans un contexte global où on est sur une productivité à tout craint. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui sont là sont dans le domaine plutôt de l'entreprise. Et je me demande s'il n'y a pas cette grosse question de comment on fait pour concilier cette prise en compte de la complexité avec une demande de productivité à tout prix. Et où l'adversaire est parfois dans l'entreprise, en fait. Oui. Alors, quand vous êtes dans la productivité, alors d'abord, il y a différentes façons de faire du design thinking, je pense, dans une entreprise, même si moi je connais qu'une entreprise qui est bien particulière. Mais je pense que vous êtes sur peut-être le changement des process qui, in fine, doit amener par un meilleur management humain au sein de l'entreprise à une meilleure productivité. Ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Et au regard plus global du champ de la compétition industrielle, la créativité qui amène la possibilité de créer des produits qui correspondent mieux aux besoins, normalement, devrait permettre une meilleure productivité, au moins une productivité plus adaptée aux besoins. Bon, maintenant, c'est un monde qui est un peu étrange pour moi, au moins pour le moment. Dans l'armée, la productivité, c'est est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous avez perdu, et est-ce que ce que vous êtes en train de faire est pertinent ou n'est pas pertinent. Donc c'est un petit peu différent. Je vais répondre, je vais apporter des éléments de réponse. Christine, merci pour ta question. Et en fait,
Ta question, pour moi, elle illustre le fait que tu recherches en fait un truc, un espèce de modèle général. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse générale à ta question. C'est juste du cas par cas. En fait, le design thinking, ça commence par « Ok, faudrait que tu me donnes une entreprise, sa complexité, son objectif de productivité. » Et là, on pourrait commencer à regarder et à décortiquer et à se dire bah, il faut réfléchir comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tant qu'on reste sur des globalités, on ne pourra pas apporter une réponse satisfaisante parce que justement, tout est tout le temps du sur-mesure. Donc on peut pas répondre à cette question-là. Oui, il faut, en tout cas, ça demande du temps. Ça demande que stratégiquement, beaucoup d'entreprises n'ont pas envie de prendre à un niveau Il faut parler de cas particuliers, en fait. Il faut dire, telle entreprise, est-ce qu'elle a envie d'aller là-dessus? Si elle a envie d'aller là-dessus, là, on peut commencer à discuter. Mais si tu me parles de les entreprises en général, de manière sociologique, je n'ai pas de réponse à te donner. Tu vois, c'est que du cas par cas. Le modèle n'est pas toujours répétitif. Il est jamais répétitif. C'est juste, voilà. S'il y a un truc commun, le point commun, ça serait d'insuffler cet état d'esprit-là, donc par piqûre, par intraveineuse, au maximum de personnes. Voilà. Et là, je trouve ça extrêmement fabuleux que, justement, dans l'armée, ce que je trouve fabuleux, c'est que vous n'ayez pas repris le côté méthodologique du design, comme tout le monde le fait, et que vous formiez vraiment à l'état d'esprit. Alors ma grosse frustration, c'est que vous fassiez peu ou pas, ou en tout cas au début, mais puis maintenant, appel à des designers, parce que pour moi, les designers, non seulement ils ont été préservés de ce formatage cartésien, donc ils ont un peu l'état d'esprit, on va dire, dans leur ADN, mais ensuite, ils ont été sélectionnés sur cet état d'esprit et ils l'ont professionnalisé pendant 5 ans d'études. Donc voilà. Ça pose un problème dont on parlait avec Aurélie. C'est qu'assez rapidement, quand on travaille sur les opérations, on est dans un domaine classifié. Donc il faudrait que des designers formés par les armées. Voilà, en gros. Voilà. Mais ce que je trouve super, c'est que, alors moi, je mets en avant le design et je dis attention, du design thinking sans designer, il y a de grandes chances que ça soit bof. Et là, j'ai un fabuleux exemple de design thinking sans designer. Mais pourquoi c'est fabuleux? C'est parce qu'ils n'ont pas pris les outils, comme tout le monde essaye de le faire. Ils ont pris l'état d'esprit. Et donc, c'est top. Voilà. Alors, peut-être que ça sera encore mieux s'il y avait des vrais designers, entre guillemets, qui vous rejoignaient. Bon, encore une fois, c'est une question de contraintes. On fait en fonction des contraintes. Mais ce que je trouve désastreux, c'est que, contrairement donc, à l'école de guerre où ils enseignent, je ne sais plus comment s'appelle le cours, donc c'est le Penser autrement. Dans toutes les écoles de commerce et dans toutes les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, ils forment les étudiants au design thinking, mais ils les forment à une méthode. Et ils se tirent une balle dans le pied et on perd tout l'intérêt, en fait, du design thinking. Je trouve que, justement, M. Millet est un superbe évangélisateur. Ah, mais c'est pour ça. Parce que plein de chefs d'entreprise, en fait, l'art de la guerre, etc., vont fantasmer à mort sur, en principe, l'armée. Qui viennent, on est prêt à les accueillir. La raison principale pour laquelle vous n'avez pas eu le choix, en fait, de vous y intéresser en tant qu'état d'esprit et non pas en termes de méthodo, c'est que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes que dans le monde de l'entreprise, quoi. Enfin, c'est pas Il aurait fallu filmer, quand j'étais au War College à Carlisle, cette réunion de généraux où ils disent si on ne change pas de méthode, on a des soldats qui sont tués tout le temps. Et c'est pas tel ou tel facteur, c'est notre méthode de pensée qui est mauvaise. Et donc, on a tout faux. Il y avait une urgence, là. Il y avait un truc, il fallait trouver autre chose, et sinon, c'était la vie humaine qui était en jeu. Et c'est le cas dans les entreprises, en fait. C'est le cas dans les entreprises, mais pas au niveau des... Oui, bien sûr, mais ils pensent peut-être encore un petit peu trop aux actionnaires et pas suffisamment aux collaborateurs, dont les vies sont pas... dont les vies sont en jeu. Sont en jeu aussi. Mais voilà, c'est une question de prise de conscience, en fait. Mais les vies sont en jeu aussi dans l'entreprise. C'est ce qu'on dit, mais c'est une question de prise de conscience. Les gens, ils sont pas bien productifs. Oui, mais qui à la tête des entreprises a eu cette prise de conscience-là? D'où le lien entre le design thinking et le travail sur le capital humain que l'on fait dans ma division. Justement, je rebondis là-dessus, parce que le design thinking s'est beaucoup construit sur l'amélioration de l'expérience client, donc de cible extérieure à l'entreprise. Il y a beaucoup des exemples que vous avez pris jusqu'à présent, c'est quand même les populations extérieures, etc., ou l'adversaire. Est-ce que,
aujourd'hui en entreprise, le design thinking commence à être beaucoup utilisé sur l'expérience collaborateur, salarié. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous travaillez? Apparemment oui, mais dans l'armée pour réinventer le métier de soldat, la trajectoire de carrière, la façon dont on va travailler en armée, en interarmée. Oui, parce que le commandement de la transformation de l'OTAN, en fait, c'est à Norfolk, aux États-Unis. Et donc, une de ces grandes lignes d'opération pour cette année, c'est l'amélioration du capital humain. Donc, c'est un travail qui nous a été donné pour travailler dessus. Pourquoi et comment? En fait, on a tiré un certain nombre de lignes à partir de ça, que ce soit la formation, l'utilisation des technologies modernes pour faciliter l'apprentissage, et puis les méthodes. Alors, dans l'armée, on appelle ça les méthodes de commandement. D'accord? C'est pas du management, c'est du commandement, même s'il y a des choses. Et donc, comment est-ce que notamment, il y a un problème majeur qui se pose, c'est le dialogue intergénérationnel. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, les militaires ont cette particularité d'être passés par tous les strates pour arriver. Ça pose un problème, c'est que il y a un problème de génération, en particulier avec les générations qui sont digitalement natives, hein, donc c'est pas forcément évident pour un général de pouvoir travailler, et réciproquement d'ailleurs, avec cette jeunesse, d'être sur le même, voilà, de se comprendre. Et ce travail sur le capital humain, il travaille notamment sur le dialogue intergénérationnel au sein des états-majors. Ensuite, il y a un travail sur l'organisation même des états-majors. On travaille de façon dispersée et non pas centralisée. On apprend à travailler de façon de plus en plus dispersée, ce qui suppose des modes de dialogue différents. Voilà. Il y a une chose que vous avez peut-être dans l'armée, c'est que vous savez rendre fiers déjà les gens dès le départ. Donc il y a une approche de commandement, comme vous dites, ou de management qui est créée dans l'entreprise, où déjà que quand les gens sont fiers de ce qu'ils font et qu'on leur a rendu leur fierté, ils sont beaucoup plus efficaces et heureux de venir produire comme bien l'autre. Enfin, bon, c'est pas une pub pour le recrutement, hein, mais enfin, quoique, on ne sait pas. C'est un peu dans la réserve. mais c'est-à-dire que le facteur humain est essentiel. Là encore, on peut pas demander à quelqu'un de donner sa vie si on ne s'est pas engagé auprès de lui. C'est un peu une porte ouverte, mais voilà. Il y a beaucoup de similitudes par rapport à l'entreprise sur la notion de fierté et d'engagement de la personne. Oui. Si on s'est donné ça, on est content de venir se faire le bisou le matin. Et de donner du sens de façon générale. C'est pour ça qu'on essaye de diminuer un peu enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes modes de commandement qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui. Oui, design thinking et intelligence artificielle. Oui. Contribution et puis en même temps des schémas de pensée qui sont... Voilà, c'est un de mes sujets actuellement, donc avec le centre d'excellence du commandement, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Alors, la première chose qu'on se dit sur l'intelligence artificielle, et notamment les systèmes apprenants, c'est que ça va nous permettre de tester, ça peut nous permettre de tester beaucoup de choses. Que dans la démarche du design thinking, c'est pas mal. Le problème, c'est la confiance et la compréhension de ce que fait la machine. D'accord? Bon, c'est un peu lié, hein, les deux, mais si on n'a pas confiance et les moments d'intervention de l'humain dans ce domaine-là. On est totalement revenu des systèmes où on appuie sur un bouton, et puis ça va nous donner la meilleure, ce qu'on appelle les modes d'action dans l'armée, et puis on va faire comme ça parce que la machine a dit non, ça ne marche pas. En revanche, comment est-ce qu'on a ce dialogue d'interface et comment est-ce qu'on construit la confiance avec un système qui apprend par lui-même? C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Mais il y a plein de domaines où on a besoin de ces systèmes
ces systèmes d'intelligence artificielle. Et le problème fondamental, c'est la capacité à les intégrer utilement dans un système d'organisation qui est lui-même en permanence en évolution. C'est-à-dire que vous avez un système de commandement qui répond à des questions que vous êtes posées il y a 10 ans et dont vous avez changé l'organisation, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et évidemment, l'industriel essaye de vous vendre son truc qui ne sert à rien, quoi. Malheureusement, c'est assez fréquent. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous pour vos questions aussi très pertinentes et très enrichissantes. Donc je vous invite à boire un petit apéro là-bas. Donc la maison du management nous offre très chaleureusement ce soir. J'espère que vous avez apprécié le lieu aussi qui est, je trouve, très convivial. Merci.